d'avoir patienté, notre conférencier ayant eu quelques soucis pour nous rejoindre de Paris. Je suis vraiment désolé, il y avait beaucoup de circulation. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc c'est à moi que revient la lourde tâche d'introduire la thématique d'aujourd'hui, qui est donc tourisme et utopie. Alors, le tourisme, dans son acception idéale, est la recherche d'un ailleurs pour échapper au quotidien, du moins dans sa banalité, pour échapper à la société et à ses pesanteurs. L'utopie vient du grec ou topos, en aucun lieu. C'est donc un lieu qui n'existe pas. L'ailleurs peut-il se satisfaire d'une absence de lieu? Comment concilier ces contraires? À en croire ma recherche sur Internet, peu de personnes se sont attelées à la tâche. En effet, si vous tapez « tourisme et utopie » sous Google en recherche avancée avec expression exacte, vous obtenez 5560 résultats, soit 10 pages. Mais en fait, ces pages parlent toutes d'un seul ouvrage paru en 1990, celui de Daniel Rosenberg, « Tourisme et utopie aux Baléares, Ibiza, une île pour une autre vie ». C'est dire que le terrain est totalement en friche. Dont je connaissais même pas l'existence. Hein. Alors, considérons d'abord que le tourisme est une invitation au voyage, pour paraphraser Baudelaire. Le voyage comporte certes une part de dépaysement, mais aussi une part d'invention et une part de rêve. Le voyage peut donc se faire sous différentes formes. J'en privilégierai 3. Le voyage physique, qui donne lieu à une mobilité géographique. Le voyage intérieur, par la pensée, qui est un voyage immobile, mais qui permet de se ressourcer, de réfléchir, de se poser, donc de s'échapper. Il y a aussi le voyage qui peut enfin extérioriser le souhait d'une société idéale. C'est le voyage qui donne corps à une recréation sociale, celui par exemple des fondateurs du Club Med, des Center Park ou encore des parcs Disney, comme il vous sera présenté probablement tout à l'heure. Le tourisme ainsi envisagé peut être à la fois créateur de lieux et investisseur des lieux. C'est à ce stade que l'on se rapproche de l'utopie. Mais c'est surtout à cet instant précis que mes compétences s'arrêtent. Car qui d'autre qu'un philosophe pouvait se lancer dans l'entreprise de dénouer le paradoxal lien entre tourisme et utopie? D'habitude, les conférences qui vous sont proposées ici ont pour vocation de faire parler les professionnels du tourisme, le tout étant bien sûr entre guillemets. Eh bien aujourd'hui, nous allons avoir un professionnel du concept. Et pour vous, futurs professionnels du tourisme, étudiants donc en master du tourisme, cette conférence devrait vous aider à donner du sens à votre action et aux produits que vous allez concevoir, commercialiser et vendre, mais aussi aux lieux que vous allez faire habiter par le tourisme. Je terminerai mon propos introductif en citant Oscar Wilde, pour qui aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas. Merci. Waouh! Waouh! Alors, un mot quand même sur notre orateur du soir. Il s'appelle Antoine Bueno, avec un... Là, j'ai une pression maximale. Hein. Je suis philosophe et tout. Alors, il écrit beaucoup d'ailleurs. Je vous conseille le triptyque de l'asphyxie ou bien le soupir de l'immortel. Et j'ai commandé à la petite librairie qui est sur la place d'Ariad un ouvrage qui ressort à nouveau, qui s'appelle Le Petit Livre Bleu, qui est une analyse critique des Schtroumpfs. C'est certainement la seule... Voilà, ça, tout de suite, ça fait sérieux. Il est également journaliste et vous pouvez l'entendre maintenant sur France Inter le matin pour ceux qui ne sont pas en train de suivre sérieusement les cours de l'IFIS ou qui travaillent. Bah, normalement de 11h à midi et demi. Oui, bah moi de 11h à midi et demi je travaille, oui, c'est bien ce que je disais. C'est un professeur d'utopie, enseigner l'utopie à Sciences Po. Donc je veux dire, ça fait rêver, rien que ça, c'est déjà incroyable. Et bien il y est parvenu. Comme vous allez le voir, c'est aussi un essayiste. C'est surtout, j'allais dire, un personnage d'abord exceptionnel, parce que chez Disney, on aime bien les personnages. Et je crois que tu es tout à fait extraordinaire. Un Mickey, quoi. Voilà. Et il est capable de nous disséquer, vous allez voir ça. C'est un être absolument passionné et passionnant. Et je terminerai en disant que finalement, c'est un gentilhomme, un homme de bien, mais d'un siècle qui n'est pas encore le nôtre. Un homme magnifique, un gentilhomme du 22e siècle. Voilà. Bon. Oui, vous faites bien d'applaudir maintenant, parce qu'à la fin, je ne suis pas sûr que vous aurez encore envie.
Donc, alors clairement, quand on regarde la liste des sujets qui vous sont proposés dans le cadre de ces conférences, le mien apparaît un peu comme un ovni. Je ne vais pas vous transmettre des informations techniques dans votre spécialité. D'ailleurs, vous m'en apprendriez bien plus que je ne pourrais vous en apprendre. Alors, forcément, je me suis demandé ce que je venais faire là. Donc, à quoi je pourrais servir en préparant cette rencontre avec vous. D'ailleurs, merci d'être venus si nombreux. C'est assez impressionnant. Alors, à quoi est-ce que je pouvais servir? Et en me posant cette question, je regardais le sujet. Et je me disais, mais ces gens-là sont bizarres. Quand je dis ces gens-là, c'est mes hôtes. Tourisme et utopie. Alors pourquoi tourisme et utopie? Pourquoi dans cet ordre-là? Moi j'aurais dit spontanément, pourquoi pas utopie et tourisme? Et là, ting, comme l'un des personnages de Disney, il y a une ampoule qui apparaît. Je me suis dit, non, ils sont pas bizarres, ils sont brillants. Et ils ont raison, c'est bien tourisme et utopie. Et en fait, avec l'ordre des termes du sujet, je crois avoir trouvé quelque chose que je vous soumets. C'est une proposition, et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Le débat sera ouvert. Alors, moi, j'ai une formation de droit et de Sciences Po, donc je suis complètement formaté. Dans le monde n'a que deux parties, tout est binaire. Donc, je vous propose deux parties. D'abord, pour voir ensemble que jusqu'à maintenant, le besoin d'utopie, quand je dis jusqu'à maintenant, c'est historiquement, le besoin d'utopie a généré du tourisme. Donc là, si on était encore dans cette phase historique, on aurait dit utopie et tourisme. Mais maintenant, il semblerait que les choses se soient inversées, et ça sera ma seconde partie, puisque le besoin de tourisme actuel génère ou pourrait générer les nouvelles utopies, les utopies de demain. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire quelque chose de particulièrement lourd à gérer. C'est que vous risquez d'avoir une très très lourde responsabilité. Jusqu'ici, donc, si on suit mon raisonnement, quand on faisait du tourisme, on bossait pour les utopistes. Et maintenant, si j'ai pas complètement faux, maintenant et demain, les derniers utopistes, eh bien, ça pourrait être vous. Et oui, très très lourde responsabilité, puisque vous permettez que je vous appelle les gens du voyage. Vous autres, donc, gens du voyage, vous risquez d'endosser une part importante de la fonction de respiration et du renouvellement de la société dans l'avenir. Donc, c'est pas rien si vous voulez arrêter vos études tout de suite. Alors, pourquoi? Je vais essayer de le démontrer maintenant. Alors, c'est pas une démonstration magistrale. N'hésitez pas à intervenir. Alors ça, c'est la formule d'usage. En fait, évidemment, personne ne supporte qu'on l'interrompe. Donc, je vous propose, on est toujours dans l'introduction, de cerner les notions et leurs rapports avec une petite remarque préalable, c'est que même si c'est pas très orthodoxe et très académique, j'ai souvent, mais pas toujours, associé tourisme et voyage. Le tourisme étant, là je parle sous votre contrôle, l'organisation économique et commerciale du voyage. D'ailleurs, voyage dans un sens très large, c'est-à-dire qu'il s'agisse de se fixer quelque part ou d'être itinérant. Et puis alors, le fait d'associer tourisme et voyage, ça me permet d'éviter l'anachronisme qui consisterait à parler de tourisme pour qualifier, par exemple, le voyage de Raphaël Itlodé, qui est le héros de l'utopie de Thomas More, qui date de 1516. Je ne sais pas s'il faisait du tourisme, ce monsieur. Idem pour Télémaque et Mentor dans les aventures de Télémaque de 1699. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. C'est ça que je vais développer tout de suite. Alors, comparons les notions. Ce sujet, tourisme et utopie, il me fait penser à cette chose-là. Voilà, ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez Mickey et ses oreilles. Alors, les deux sont parfaitement indissociables. Alors, pourquoi ? Parce que le voyage manifeste une propension utopique majeure et parce que l'utopie prospère sur le terreau du voyage. C'est-à-dire que les deux notions s'appuient mutuellement l'une sur l'autre. Alors, le voyage manifeste une propension utopique majeure, puisqu'il satisfait un besoin de rupture avec le quotidien, un besoin d'évasion. Et quand je dis rupture avec le quotidien, c'est avec le réel et avec la société. Alors, souvent, ce besoin de rupture, ça va être un besoin simplement de respiration.
Et petite remarque incidente, c'est un besoin de respiration qu'on trouve à peu près dans toutes les sociétés, et ça peut prendre différentes formes. On peut penser par exemple au carnaval au Moyen-Âge, où pendant un temps donné qui est bien fixé dans le calendrier, l'ordre social est complètement bouleversé et où on peut cracher sur les souverains, etc. C'est le carnaval qui est hérité par exemple de ce qui existait chez les Grecs, c'était les Dionysiaques et les Saturnales romaines. En fait, c'est des noms différents pour qualifier des choses tout à fait comparables. Alors, dans nos sociétés modernes, c'est le voyage qui satisfait une part importante du besoin de rupture avec le réel et la société. Et alors je vous disais que le plus souvent c'était un besoin de respiration, mais à l'occasion, ça peut être aussi une remise en cause beaucoup plus profonde de la société ou de soi-même dans la société. On peut faire un voyage comme préalable à un changement radical de vie. Vous avez peut-être connu des gens autour de vous qui s'inscrivaient dans cette démarche. Alors, vous voyez déjà où je veux en venir. Distanciation vis-à-vis de la société ou même remise en cause de cette société. J'en arrive naturellement à l'utopie. Alors qu'est-ce que l'utopie ? C'est deux choses différentes mais complémentaires. C'est à la fois un genre littéraire et un certain nombre de tentatives concrètes, parfois très très funky, dont je vais vous parler. Et c'est la distinction que je fais moi entre ce que j'appelle les utopies théoriques et des utopies en acte, donc des tentatives. Alors d'abord le genre littéraire, il est très fourni, on va avoir un petit panel au cours de cet exposé. Ça va de la République de Platon, c'est vraiment la première identifiable, jusqu'au Schtroumpf, dont je crois être un spécialiste universel, en passant par l'utopie de Thomas More, que je développerai, qui a donné son nom au genre, même s'il y avait des œuvres qui préexistaient à l'utopie de Thomas More, les utopies moralistes et naturalistes des Lumières, etc., etc. Je développerai tout ça. Ces œuvres-là, on peut les classer en deux grandes catégories. Celles qui ne tendent qu'à critiquer le pouvoir en place. Donc c'est un rôle de satire sociale, un moyen aussi de déjouer la censure. Et c'est un procédé littéraire en fait de fronde politique. Alors c'est le cas de quelque chose que vous connaissez très bien, c'est Candide de Voltaire, ou même les voyages de Gulliver, dont je vous parlerai un peu plus loin. Et il y a l'autre catégorie d'œuvres qui, en plus de la satire, de la critique de l'ordre établi, vous propose un projet de législation, un projet de gouvernement alternatif. Alors ça, c'était pour le genre littéraire. Et puis je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'utopies en acte, de tentatives. Alors là, c'est aussi très très large. Ça part des communautés monastiques jusqu'aux sectes modernes, je vous en donnerai un petit aperçu, en passant par le phalanstère de Guise, les groupes saint-simoniens ou même les tentatives très nombreuses de sociétés alternatives aux États-Unis. Vous me dites si c'est pas clair ou si je vais trop vite, ça va ? Bon, ok, cool. Alors, le point commun de toutes ces utopies, qu'elles soient théoriques ou en acte, c'est de présenter ou de parvenir à un idéal social en rupture avec le monde. C'est la définition que je donne de l'utopie, donc un idéal social en rupture avec le monde. Et les utopies ont des caractéristiques communes. Et en les énumérant avec vous, on va voir pourquoi elles ont eu à ce point, les utopies, besoin de vous, c'est-à-dire besoin du voyage. C'est la première partie que je vous annonçais, en quoi le voyage a été historiquement au service du besoin d'utopie et donc des utopistes. Et puis, l'autre démarche, ça va être de classer ces utopies en un certain nombre de catégories. Et en s'interrogeant sur l'actualité de ces grandes catégories, on va voir ensemble pourquoi maintenant, c'est vous, les gens du voyage, qui êtes parmi, ou qui pourraient être parmi les derniers utopistes. Et ça sera ma seconde partie. Ça va ? Est-ce que je vais trop vite ? Je sais pas. Ouvrez vos chakras. Non, mais c'est pas trop abstrait. Ok. Bon, donc, première partie, le voyage au service des utopistes. Et je vous ai dit, on va partir des caractéristiques communes aux utopies. Alors, combien j'en ai trouvé ? J'en ai trouvé 5. Alors, premièrement, évidemment, c'est même leur raison d'être, ce sont des sociétés de félicité. Quand on veut être un tout petit peu pédant dans les sociétés en ville, on dit société eudémonique, comme ça se prononce. C'est-à-dire qu'elles visent le bonheur de leurs membres. Elles ont vocation à les rendre heureux. Alors il y en a une qui est très très connue, c'est l'abbaye de Thélème,
qui est présenté par Rabelais dans l'un de ses livres les plus connus, Gargantua, en 1534. On a qui là? Ouais, ils sont heureux, ils rient. Ensuite, deuxième caractéristique, ce sont des sociétés statiques. Et ça se comprend très bien parce que c'est un peu la conséquence de la première caractéristique. Quand on est bien, quand tout va bien, il n'y a rien à changer. Et c'est exactement ça qu'on observe en utopie. Et donc, on a souvent dans ces sociétés une méfiance vis-à-vis de la science et du progrès technologique. Alors, j'en reviens à mes chers Schtroumpfs. Aucune invention technologique dans les Schtroumpfs ne dure plus de 2 albums. Hein. On n'a pas besoin de la technologie, sauf le barrage. Bon, hein, peut-être que dans les questions, on reviendra sur les Schtroumpfs. Troisième caractéristique, ce sont des sociétés collectivistes et sans argent. Autrement dit, les utopies sont toutes plus ou moins coco. Et elles appliquent toutes plus ou moins aussi la devise que vous connaissez sans doute, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et ça implique souvent une critique et une condamnation du système monétaire. Alors, pour illustrer cette troisième caractéristique, chez Platon, on a une société, dans la République de Platon, hein, une société qui est divisée en 3 castes, qui préfigure d'ailleurs la structuration de l'ordre du Moyen-Âge, puisque on a ceux qui pensent, c'est les maîtres de cette société, les philosophes gardiens, ceux qui combattent, les soldats, ils sont bien, mais quand même moins bien, et ceux qui produisent la valtaille, les paysans, et eux seuls, les moins que rien, ont droit à une minuscule propriété privée, un petit lopin de terre, qui fait énormément penser au lopin institué pendant la nouvelle politique économique par Lénine de 21 à 23 en URSS. Alors, l'utopie de mort, dont je vous parlerai de temps en temps, sur laquelle je reviendrai au cours de ce développement, est un communisme encore plus absolu. Alors, moi, ce que j'adore dans les utopies, c'est les détails. Hein. Le diable et les utopistes se cachent dans les détails, puisque c'est là que ça devient très drôle. Donc, chez More, la propriété privée n'existe pas du tout. Alors, comment il organise son truc? Parce que c'est toujours très concret, les utopies, et c'est là que ça devient drôle. Alors, en ville, donc dans les villes d'utopie de Thomas More, au milieu de chaque quartier, il y a une place où sont rassemblés tous les produits du travail de toutes les familles. Et donc, tout père de famille, il demande ce dont il a besoin pour lui et les siens, et il repart avec sans donner d'argent en échange, et lui-même, il arrive avec ce qu'il a produit. Les utopiens sont tenus de changer de maison tous les 10 ans et ils ont interdiction de poser des serrures à leur porte. Chacun doit pouvoir entrer chez son voisin en poussant la porte, je cite, d'un léger coup de main. Et c'est ce que Karl Kautsky, qui est un théoricien allemand du marxisme, c'est ce qui lui a beaucoup séduit à lui, et donc il voyait là-dedans l'un des plus beaux modèles de société socialiste. Par parenthèse, petite remarque, je vous fais remarquer que dans n'importe quelle série américaine, les portes ne sont pas fermées, on peut rentrer d'un léger coup de main. Donc on reviendra sur les liens entre l'Amérique capitaliste et le communisme. Quatrième donc, caractéristique, des sociétés symétriques où règne l'uniformité. Alors les utopistes adorent les chiffres, hein. Je ne sais pas si c'est la même chose des voyagistes, mais en tout cas c'est le cas des utopistes. Alors Platon par exemple fixe à 5040, hein, pas 41, 40, le nombre maximum de citoyens de sa république idéale. Ceci dit, il y a un fondement scientifique, c'est paraît-il le nombre maximum de personnes dont on peut être entendu par un orateur qui ne dispose pas de micro. Alors les familles de Thomas More dans son utopie ne doivent pas dépasser 30 membres, et le 31e il est déporté, hein. C'est souvent des mesures, des méthodes un petit peu radicales, hein, bien sûr. Fourier, un grand utopiste du 19e siècle, prévoit que chacun de ses phalanstères, c'est ça sa société idéale, c'est le phalanstère, compte précisément 1620 membres, hein, pas un de plus, pas un de moins. Alors avec le goût des chiffres, on a aussi le goût de la géométrie. La République de Platon est ronde, le goût de l'architecture aussi. En 1770, un gars qui s'appelle Louis-Sébastien Mercier préfigure ce que fera le baron Haussmann 100 ans plus tard, donc quand même un peu visionnaire le garçon. Son utopie s'appelle l'an 2440, donc il imagine un Paris qui est beaucoup plus facile pour tirer au canon avec des grandes avenues, Paris que nous connaissons aujourd'hui. Et évidemment, les utopistes adorent les uniformes, et là on devrait avoir les neveux de Donald avec leurs uniformes. Hein. Dernière caractéristique commune aux utopies, ce sont... Oui, pas de crise cardiaque, hein, Thierry. Voilà.
Donc, alors, les utopies, alors, ce sont aussi des sociétés isolées et difficiles d'accès. Alors là, c'est clé. Je suis assez fier de moi, là. Alors, ça se comprend, hein, que les utopies soient difficiles d'accès et isolées, parce que une société en rupture avec le reste du monde en est naturellement coupée, et elle doit être coupée du reste du monde pour protéger son modèle. Et donc, alors, cette caractéristique, évidemment, est très très importante pour nous, parce qu'elle nous mène tout droit au voyage. Si l'utopie est par nature isolée et lointaine, eh ben, pour y parvenir, il faut voyager. Et donc, beaucoup des plus fameuses utopies commencent par une opération que vous qualifieriez de touristique. Et moi, je vais vous raconter certains de ces voyages, hein. Je ne vais pas résister à ce plaisir. Et j'en arrive à ma seconde sous-partie de la première partie. C'est ça, les juristes. Hein. Voilà, c'est les grands voyages utopiques. Alors, je vous avais dit qu'il y avait deux catégories d'utopies, les utopies théoriques et les utopies en acte. Donc, naturellement, mes grands voyages vont s'articuler autour de ça. Alors, je vais vous parler d'abord des plus grands voyages utopiques littéraires, donc théoriques. Alors, premier de ces voyages, c'est évidemment le voyage fondateur, c'est celui de l'utopie de Thomas More. Il est là ? Ouais. C'est un superbe tableau, ça. Tableau de Holbein, qu'on peut voir à New York. Bon. Alors, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par votre cher professeur. C'est ce livre qui a donné son nom au genre. Ça vient de ou topos, le ou privatif, c'est le lieu de nulle part. Petite remarque sur la date de publication de l'utopie de More, 1516. C'est la même année que la publication de l'autre livre qui va être fondateur de toute la pensée de philosophie politique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Le Prince de Machiavel. Alors vous avez, c'est facile, hein, il suffit de retenir ça, et là vous avez un bon truc pour les dîners en ville, 1516, l'utopie de Thomas More et Le Prince de Machiavel, et vous avez tout le champ politique qui s'articule autour de ça, puisque d'un côté vous avez l'idéalisme avec Thomas More, société idéale, et de l'autre côté vous avez Le Prince de Machiavel qui vous donne tous les trucs et astuces pour conquérir le pouvoir et le maintenir. C'est-à-dire on est exactement dans l'inverse de l'idéalisme, c'est la réelle politique, et donc aujourd'hui n'importe quel homme politique se situe entre l'utopie de Thomas More et Le Prince de Machiavel, avec un curseur qui varie de Ségolène Royal à je ne sais pas qui. Bref, je ne suis pas là pour faire de la politique. Alors, un petit mot sur Thomas More quand même, savoir de qui on parle, très rapide. Vous dire que son livre idéaliste lui ressemble, c'est le bon gars, hein, c'est le héros positif de l'histoire des idées politiques, l'homme de conviction inébranlable, la droiture morale exemplaire qui va le conduire jusqu'à la décapitation en 1535. Alors, Henri III, le roi Henri VIII, le repère comme brillant avocat, avant même qu'il publie l'Utopie, et il lui confie plusieurs missions de suite, et il va jusqu'à le nommer grand chancelier, c'est-à-dire Premier ministre. Et alors, malgré ses fonctions, More reste fidèle jusqu'au bout à ses convictions catholiques. Quand arrive l'affaire, dont vous avez peut-être entendu parler, du divorce d'Henri VIII. Alors ça, c'est une affaire fameuse et qui continue d'avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui, puisque Henri VIII tombe amoureux de Anne Boleyn et il veut divorcer d'avec Catherine d'Aragon. Et c'est un drame, puisque Catherine d'Aragon a un lien avec Charles Quint, c'est toute la chrétienté qui est en cause, enfin bon, tout ça est très très compliqué, et ça va très mal et ça va très loin, puisque le roi est excommunié, et c'est de là que date l'anglicanisme, c'est-à-dire la séparation de l'Église d'Angleterre du reste de toute la chrétienté. C'est la première réforme, et le roi Henri VIII proclame l'acte de suprématie par lequel il remplace le pape à la tête de l'Église en Angleterre. Et More, lui, qui tient absolument à maintenir l'unicité du catholicisme, refuse de se soumettre à ce diktat, et naturellement, nous sommes dans les années 1530 et quelques, le roi le fait décapiter, ça va plus vite. L'utopie, je vous le disais, est donc l'histoire d'un voyage. C'est pas du tout anodin pour notre sujet que le livre fondateur du genre, évidemment, commence par un voyage. C'est le voyage d'un sage, dont je vous ai donné le nom tout à l'heure. C'est Raphaël Hitlodé, qui arrive dans l'île inconnue d'Utopia, où règne l'un des communismes les plus farouches. Je vous en ai déjà dit 2 mots. Alors, 2 autres voyages fameux maintenant, postérieurs. Les aventures de Télémaque et les voyages de Gulliver. Alors, les aventures de Télémaque, 1699,
C'est Fénelon qui en est l'auteur, et il est le précepteur de la famille royale, c'est-à-dire des descendants de Louis XIV, et en particulier du duc de Bourgogne. Il nous propose, lui, un voyage littéraire initiatique qui était fait pour sa pupille, hein, pour former le futur souverain à ce qui, selon lui, serait la forme idéale de gouvernement. Et en même temps, il prêche pour sa paroisse, puisqu'il parle en tant que futur Premier ministre d'un futur roi. Et il est assez étonnant parce que c'est le plus près de tous les utopistes à avoir été à ça de pouvoir réaliser ses projets utopiques. Malheureusement, les utopistes ont souvent peu de chance et la mort prématurée du duc de Bourgogne a ruiné tous ses espoirs. Alors, je vous fais rapidement le pitch des aventures de Télémaque. Alors, le pitch. Alors, Mentor, c'est en fait la déesse Minerve, hein, qui s'est cachée sous les traits d'un vieillard, accompagne Télémaque, qui est le fils d'Ulysse, à la recherche de son père dans ses périples. Alors, ils font gentiment le tour de la Méditerranée, et c'est un prétexte pour présenter les mauvais et les bons gouvernements. Alors, le bon gouvernement, ça c'est bien aussi pour la culture générale, va s'établir à Salente. C'est devenu presque proverbial, hein, Salente, qui ressemble fort au Cambodge de Pol Pot. Mentor est porté au pouvoir très rapidement, et alors première mesure polpotienne, il renvoie à la campagne une partie des artisans des villes pour cultiver les terres en friche, et il fait travailler les immigrants sous leurs ordres, hein, sous leur fouet, sous leur férule. Voilà un bon gouvernement. Et en même temps, il crée un impôt contre-progressif, c'est-à-dire c'est exactement l'inverse de l'impôt sur le revenu. C'est un impôt qui frappe comme une peine les négligents et les paresseux, c'est-à-dire les pauvres, et qui encourage donc l'effort et l'enrichissement. Voilà une proposition qu'on pourrait peut-être soumettre. Maintenant, j'en arrive au voyage de Gulliver, 1721, de Jonathan Swift. Eh oui. Eh oui. C'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux en cinéma depuis. Alors là, on est complètement dans l'archétype de la satire sociale, du pamphlet. C'est le procédé de l'utopie, de l'utopie et du voyage comme moyen de contourner la censure. Juste pour info, parce que ça a des résonances avec le présent, le livre a été écrit après le krach presque boursier, j'ai envie de dire, de 1720, où l'action de la Compagnie des mers du Sud s'est effondrée en ruinant c'est comme les subprimes, c'est un nombre de commerçants, et c'est cet effondrement des cours, donc les cours avaient énormément monté puis ils se sont effondrés, c'est cet effondrement des cours qui a donné à l'auteur l'idée de jouer sur les tailles des individus, les géants, les Lilliputiens, et Gulliver qui se balade là-dedans. Alors le pitch, Gulliver fait plusieurs voyages. D'abord, le plus connu évidemment à Lilliput, où vivent les Lilliputiens, qui sont tout le temps en guerre contre l'île voisine de Blefuscu. Et c'est ce qu'on appelle les guerres picrocolines. Ça aussi, c'est devenu proverbial. Et elles ont pour objet de savoir par quel bout on doit manger les œufs à la coque. Alors vous avez les petits boutistes qui luttent à mort, hein, c'est très sanglant, contre les gros boutistes. Ensuite, Gulliver visite les géants qui critiquent vivement les institutions anglaises. Et puis enfin, il arrive chez les Wimps. Wimps, c'est volontairement un nom imprononçable, qui sont de sages et intelligents chevaux. Et ça, c'est la vraie utopie. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans le Candide de Voltaire. Alors, j'en arrive maintenant au grand voyage utopique réel, puisque le voyage réel a aussi énormément servi les utopistes. Alors, de deux manières différentes. D'une part, en permettant de découvrir d'autres sociétés présentées comme utopiques, et d'autre part, en étant un préalable à l'établissement de sociétés utopiques nouvelles. Alors, le premier cas de figure, c'est l'exploration anthropologique en soutien de conceptions rousseauistes, par exemple sur le contrat social et le bon sauvage. C'est les comptes rendus des voyages de La Pérouse ou de Bougainville qui présentent ces peuplades primitives comme vivant dans des utopies existantes, réelles.
Le second cas de figure, c'est le plus drôle, c'est le voyage comme préalable à la création d'une utopie en acte. Et c'est en fait un phénomène qui n'est pas du tout nouveau, hein, qui est presque vieux comme l'histoire, puisque l'exode dans la Bible des tribus d'Israël pour la terre promise est déjà cette démarche-là. Pareil pour la longue marche de Mao, c'est vraiment un chemin vers un monde, une société idéale. Idem avec les pères fondateurs qui s'établissent en Amérique au début du XVIIe siècle. Alors, je vous propose deux exemples de ce second cas de figure. Donc, quand le voyage est un préalable à la création d'une utopie en acte, ce sont ce qu'on appelle les réductions paraguayennes et l'Icari d'Étienne Cabet. Alors, les réductions paraguayennes, c'est quelque chose qui m'est assez cher. Ça, c'est Raoni. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est assez médiatique. C'est un Amazonien qui lutte comme il peut pour la sauvegarde de la forêt. Alors, les réductions paraguayennes, c'est un des exemples les plus hallucinants et je trouve les plus tristes d'utopie en acte. Et ça, c'est pas très très connu, hein. Ça a duré de 1610 à 1768. Autrement dit, c'est la plus longue expérience utopique de l'histoire humaine. Alors, ça commence en 1537, suite à la fameuse controverse de Valladolid. Si vous n'avez pas vu ce film, La controverse de Valladolid, je vous le conseille très fortement, c'est absolument sublime. Alors, qu'est-ce que c'est que cette controverse ? C'est organisé par le pape Paul II, qui se demande sur le point de savoir si les Indiens d'Amérique ont une âme. On trouve ces trucs-là, on se demande si c'est bien humain finalement. Et donc la controverse conclut par le positif, oui, ils ont bien une âme, et donc c'est pour ça qu'on viendra chercher les Africains d'Afrique subsaharienne pour faire de l'esclavage, puisque eux, c'est sûr, ils n'ont pas d'âme, donc on peut les utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc si les Indiens d'Amérique ont une âme, ils doivent être sauvés pour le jugement dernier. Hein, c'est comme ça, c'est le catholicisme. Donc il faut les convertir, et ce sont les jésuites qui s'en chargent. Donc, premier mouvement des jésuites, ils baptisent les Indiens en espérant que ce premier sacrement les mettra automatiquement sur le bon chemin du christianisme. Et malheureusement, ils sont débiles, ces Indiens, puisque une fois baptisés, ils retournent à leur faux Dieu automatiquement. Et il faut donc prendre des mesures un petit peu plus énergiques. C'est comme ça qu'en 1610, deux jésuites rassemblent une centaine d'Indiens Guarani, c'est une ethnie, dans un village missionnaire du Paraguay. Et 150 ans plus tard, les jésuites sont à la tête d'une trentaine de sites comme celui-là, et ces villages sont nommés des réductions, et ils regroupent jusqu'à 200 000 Guaranis, c'est quand même pas une paille, et c'est une véritable république organisée sur les principes du socialisme le plus radical, qui échappe totalement à la tutelle des colons, puisque les réductions sont isolées dans la forêt, et même du pape qui est loin à des milliers de kilomètres. Alors, l'énorme paradoxe de l'expérience, c'est que, on le découvrira plus tard, mais les Indiens Guarani, auxquels on impose une dictature collectiviste et paternaliste, extrêmement rigide, extrêmement dure, on le découvrira plus tard, ils vivaient eux-mêmes déjà dans une sorte d'utopie qui correspond à l'idéal naturaliste des utopistes du XVIIIe siècle, puisque leur société est une société sans travail. Hein, ils vivaient de la cueillette et de chasse et de pêche dans un cadre qui était extrêmement riche, donc très, très abondant, et ils ne faisaient pas de réserve. Donc la plupart du temps, ils vivaient nus dans la forêt, buvant, faisant l'amour, insouciants. Une société aussi libre, puisque dépourvue de l'institution du mariage, avec une totale liberté d'union et de déplacement, et une société égalitaire, puisqu'on ne trouvait chez les Guarani ni État ni prince, seulement l'Assemblée des Anciens prenait des décisions en cas de danger. Donc voilà une utopie naturaliste supplantée par une utopie collectiviste rigide. Autre exemple, l'Icari, alors là c'est assez funky, surtout pour vous, gens du voyage, l'Icari d'Étienne Cabet. Alors c'est l'un des très rares cas où un utopiste théoricien a vraiment tenté de réaliser sa propre utopie. Alors pour vous, ça va être, j'imagine, l'anti-modèle du voyagiste. Alors un petit mot sur Étienne Cabet, je crois qu'on l'a là, oui voilà.
ce garçon. C'est un homme politique révolutionnaire et journaliste du milieu du 19e siècle. Il a quand même un peu compté dans la vie publique, hein, puisqu'il a été député de la Côte d'Or en 1831. Et en 1840, il écrit « Voyage en Icarie » où il établit les principes d'une utopie communiste. Alors, très vite, il devient tricard de la politique et il lance quelques années plus tard le projet d'aller fonder son Icarie en Amérique. Alors, il ouvre à Paris, avis aux amateurs, hein, si un jour ça vous prend, un bureau de l'immigration icarienne et lance une souscription pour organiser une colonie aux États-Unis, au Texas, sur les bords de la rivière Rouge, un endroit qui lui a été conseillé par un autre utopiste anglais qui s'appelle Owens. Alors le Texas, c'est pratique parce que c'est pas cher et en plus à l'époque ça appartient à personne. L'argent afflue et des terrains sont achetés. Alors en décembre 1847, les premiers disciples sont envoyés. Ce sont 69, je cite, premiers soldats de l'humanité, et c'est le début de la catastrophe, puisque l'Icarie en question est en fait un endroit malsain, les colons sont décimés par le paludisme, et en plus ils sont pour la plupart artisans et ouvriers, et donc ils n'ont aucune expérience de la terre qu'ils doivent pourtant cultiver. Alors c'est la catastrophe, et les survivants rejoignent comme ils peuvent la Nouvelle-Orléans, et là... rencontre, ils tombent sur d'autres Icariens qui ont embarqué entre-temps et ils les rallient à leur mécontentement. Et alors là, les Icariens, tous réunis et furieux, mènent une campagne de presse et un procès contre Étienne Cabet, qui lui, pas fou complètement, est quand même resté bien tranquillement en France. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps? Lui, il a essayé de jouer un rôle dans la Révolution de 1848, mais malheureusement pour Étienne Cabet, ça a été un échec. Alors, il lui reste plus qu'une chose à faire, c'est rejoindre ses disciples. Ça se passe en 1849, et là il arrive, et il tient tête aux Icariens dissidents, et il a une vraie force de conviction, puisque il arrive à en convaincre 280 sur les 500 qu'il rencontre de retenter l'expérience avec lui. Et donc ils vont s'installer cette fois-ci en Illinois, un coin qui s'appelle Nauvoo, et là ça va mieux quand même la vie, hein, puisque le climat est sain, les terres sont fertiles, et ils trouvent des maisons déjà faites, les terrains ont déjà été défrichés, donc là ça s'installe tranquillement, et Étienne Cabet veut mettre en pratique son système utopique, et là, nouvelle catastrophe, les guerres intestines se multiplient, on en vient aux injures, aux menaces, on demande la destitution du président, catastrophe, et en 1856, la société est dissoute, Cabet meurt peu après d'une attaque d'apoplexie, et quand même ses fidèles subsistent en communauté jusqu'en 1888. Et j'en arrive maintenant à ma seconde grande partie, c'est le tourisme comme générateur d'utopie. Et c'est là que vous allez avoir un rôle à jouer. Donc je vous rappelle ma démarche. C'est pour montrer comment le besoin d'utopie avait été générateur de voyages. Je suis parti des caractéristiques communes aux utopies. Et maintenant, pour montrer comment maintenant c'est le besoin de tourisme qui pourrait être générateur d'utopie, je vous propose de partir d'une typologie des utopies. Alors, première grande sous-partie, la typologie des utopies. Alors, il y a 4 grandes familles, 4 générations d'utopies qui correspondent à l'évolution de la pensée occidentale. Quand on les a en tête, d'ailleurs, on comprend bien comment cette philosophie occidentale a cheminé. Alors, d'abord, première famille, c'est les utopies spirituelles. Leur question, c'est comment sauver l'homme. Ensuite, je vais revenir sur chacune d'entre elles. Ensuite, les utopies morales ou naturalistes. Leur question, c'est comment rendre l'homme bon. Troisième catégorie, les utopies économiques ou socialistes. Comment rétablir l'égalité matérielle entre les hommes. Et enfin, les utopies biologiques et technologiques, c'est comment adviendra l'homme nouveau ou le surhomme. Alors, je reprends brièvement chacune de ces catégories. Alors, d'abord, les utopies spirituelles. Voilà, des moines. Alors, ça correspond à toutes les communautés religieuses, les communautés monastiques, les communautés hérétiques et réformées. C'est un communisme religieux. C'est une vraie question, ça. Savoir dans quelle mesure, par exemple, le christianisme originel n'est pas un véritable communisme. Ensuite, les utopies morales ou naturalistes, c'est à peu près la même chose, mais laïcisée. Donc c'est la laïcisation de l'utopie qui accompagne la laïcisation de la société. Et donc là, on met l'accent sur la bonté naturelle de l'homme, la morale naturelle, la famille. Alors ça va de l'utopie de Thomas More, dont je vous ai parlé, aux utopies naturalistes des Lumières. Là, c'est un communisme naturaliste. Troisième grande famille, donc, c'est les utopies économiques ou socialistes. C'est ce qu'on appelle aussi le socialisme utopique. C'est une matérialisation
dans le sens marxiste du terme, hein, dans le sens de matérialisme historique, donc une matérialisation de l'utopie avec la prédominance de la question économique. Alors les principaux auteurs, c'est Fourier, Owen et Saint-Simon. Donc Fourier et Saint-Simon sont français, Owen est anglais. Et donc là, c'est un communisme, celui qu'on connaît le mieux d'ailleurs, par la collectivisation ou la mise en coopérative des moyens de production. Et la quatrième catégorie, alors celle-là, elle est très très intéressante. Enfin, moi, c'est celle qui m'intéresse le plus, parce qu'en plus, elle est directement en prise avec notre présent et notre avenir, j'en ai la conviction. Ce sont les utopies biologiques et technologiques. Alors, c'est la quatrième génération d'utopies, enfin, qui aurait logiquement dû advenir avec l'émergence de la science et des techniques comme facteur, l'un des facteurs principaux d'évolution des sociétés, l'un des facteurs principaux avec l'économie. Mais en fait, cette quatrième génération, j'ai un petit peu triché, elle n'a jamais vu le jour, parce qu'au moment où ça aurait dû être le cas, l'Occident est entré, et on y est toujours, dans une très grave crise de désenchantement et de doute. C'est-à-dire que tout ce qui a fondé les Lumières a été remis en cause au XXe siècle. Alors, crise religieuse, évidemment, ça, je ne vous fais pas un dessin. Crise morale aussi, puisque l'individu a été très fortement remis en cause par les idéologies fascistes et communistes. Le mythe du progrès aussi, battu en brèche par quand même 2 guerres mondiales et une Shoah. La crise est aussi même scientifique, puisque en physique, Einstein et la relativité remettent en cause la conception qu'on se faisait d'un monde mécanique, c'est la conception de Newton. La physique quantique va encore plus loin. Bon. Oui, tout à fait, on est dans les utopies technologiques, ça tombe très bien. Donc la physique quantique qui va encore plus loin, puisqu'elle nous fait entrer dans un monde probabiliste. Bon, et ainsi de suite. Hein. En mathématiques, la géométrie non euclidienne bouscule toutes les anciennes conceptions, etc. Donc c'est une crise, je vous le disais, de laquelle on n'est pas sorti, et qui conduit à l'abandon naturel de la croyance dans les idéaux. Or, l'utopie, c'est par nature un idéal. Donc, au moment où aurait dû naître cette quatrième génération d'utopie, c'est exactement l'inverse, de l'inverse qu'a accouché la littérature, c'est-à-dire des contre-utopies. On les appelle aussi, pour faire savant, les dystopies. C'est-à-dire, elles sont exactement le miroir de ce que sont les utopies, c'est-à-dire qu'elles nous présentent les pires sociétés possibles. Les utopies nous donnaient à voir les meilleures sociétés. Celles-ci, ce sont les pires sociétés possibles. Alors, je vous en donne 4 exemples. Historiquement, la première, celle qu'on considère comme la première, c'est un Russe qui s'appelle Eugène Zamyatin, et son livre s'appelle « Nous autres ». Et il nous présente un cauchemar mathématique, c'est-à-dire une société fondée sur la mathématique. Ensuite, l'autre, vous en avez entendu parler, c'est celle de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui nous présente, lui, un cauchemar biologique. Donc, vous voyez l'évolution, on passe de la mathématique à la biologie. Troisième exemple, évidemment, que vous connaissez aussi, c'est George Orwell, 1984, cauchemar bureaucratique et industriel. Et puis un dernier exemple qui est plus proche de nous, c'est Ira Levin, alors celui-là on le connaît moins, donc Ira plus loin, Levin, L-E-V-I-N, qui, dans Un bonheur insoutenable, nous présente un cauchemar informatique, donc avec un monde dirigé par un supercalculateur, enfin c'est l'horreur. Quelle est maintenant l'actualité de ces grandes catégories d'utopie? Et c'est là que je vais en arriver au rôle du tourisme dans le renouveau utopique. Alors les utopies spirituelles, elles se portent plutôt pas mal. Aux États-Unis, les communautés Quaker et Amish ou Ménonites maintiennent bien leurs effectifs. Mais surtout, les sectes, je vous rassure, progressent. Alors, je vous renvoie, si ça vous intéresse, pour la France, aux travaux de la Mivilude. Hein, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui a été créée notamment après un rapport célèbre, hein, qui est le rapport Vivien de 1983. Et donc, les mouvements sectaires, moi j'adore, hein, c'est très très drôle, sont classés en quand on n'est pas victime bien sûr, sont classés en une douzaine de groupes. Alors ça va des groupes New Age aux mouvements satanistes, en passant par les mouvements apocalyptiques ou ufologiques. Alors là, je crois qu'on a Raël. Mais les ufologiques, c'est mes préférés. Et donc, beaucoup de ces groupes aboutissent à la création de communautés communisantes qui sont coupées du monde, avec parfois des dérives inquiétantes dont on ne sait pas grand-chose par définition.
Mais je ne crois pas que vous autres gens du voyage ayez beaucoup à faire avec ce phénomène. Et donc c'est surtout à partir de l'actualité des 3 autres catégories d'utopie que, à mon sens, vous allez intervenir. Alors Thierry me faisait remarquer en prélude à cette conférence qu'il y avait eu 2 grandes révolutions touristiques dans la seconde moitié du XXe siècle, qui étaient les Center Parcs et les Club Med. Je reconnais bien là sa modestie corporate, puisque, à mon avis, il faudrait ajouter les parcs à thème, dont Disney. Or, toutes ces nouveautés pourraient correspondre à un renouveau des utopies morales et socialistes. Alors voilà, c'est le dernier point que je vais aborder avec vous. Donc je viens de vous parler du renouveau des utopies spirituelles. Les utopies morales, que reste-t-il des utopies morales? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est peut-être, alors là je soumets ça à votre sagacité, si ce n'est peut-être Center Parc. Alors, est-ce que Center Parc est une utopie? On va ensemble cocher les critères qu'on a évoqués au début. Alors, est-ce que c'est un lieu de félicité? Alors, j'y suis jamais allé, hein. Mais en tout cas, c'est peut-être pas un lieu de bonheur, hein, au sens fort du terme, mais un lieu de bien-être, hein, sans doute. Du moins, je l'espère pour les gens qui s'y font prendre. Est-ce que c'est un lieu statique? Alors, effectivement, le concept ne semble pas avoir énormément évolué depuis son invention en 1968. D'ailleurs, c'est une date symbolique, hein, 1968, en Hollande, donc en plus de 40 ans. Est-ce que c'est un lieu de collectivisation et sans argent? Alors, collectivisation, oui, puisque les infrastructures n'appartiennent pas à leurs utilisateurs. Sans argent, pas tout à fait, à moitié. C'est ce que j'appellerais un lieu de semi-exclusion monétaire, puisque quand un certain nombre de prestations sont incluses dans le forfait de base, par exemple l'accès à l'Aquamundo, voilà. Et d'autres pas, comme mais je vais y aller là, ça me donne envie. Et d'autres pas, comme le vélo et l'aqua-balnéo. Voilà. Alors, est-ce que c'est un lieu symétrique? Oui, tous les cottages se ressemblent. Est-ce que c'est un lieu coupé du monde? Par définition, c'est une retraite dans la forêt, et la coupure est physiquement symbolisée par ce qui caractérise matériellement les Center Parcs, c'est-à-dire un dôme géant. Je ne vois pas comment on peut être plus coupé. Alors, conclusion, c'est pas une vraie utopie, mais ça a quand même quelques apparences de l'utopie. Alors, on a vu les catégories, pour savoir si c'est une utopie. Alors maintenant, dans quelle grande catégorie on la mettrait, cette utopie? Alors là, je me réfère à l'accueil du site internet de Center Parc, que j'ai découvert aussi. Alors, il nous raconte que Center Parc vous propose de vivre des moments de détente, d'émotion et de complicité avec votre famille et vos amis dans les plus belles forêts françaises. Donc on a bien le retour à la nature, la symbolique de la forêt, la mise en avant de la famille. Alors si c'est un semblant d'utopie, clairement c'est un semblant d'utopie naturaliste. Donc on aurait bien un semblant de renouveau de cette catégorie d'utopie grâce à une formule touristique nouvelle. Qu'en est-il des utopies socialistes? Et c'est là que j'en arrive au Club Med, où je ne suis pas allé non plus. Voilà, les bronzés, bien sûr. Alors... l'autre révolution touristique, alors là, elle pourrait être plus, franchement, comparée à une utopie socialiste. Alors d'abord, même cheminement. Est-ce que c'est une utopie d'abord? On va encore une fois cocher les cases. Alors comme Center Parc, c'est un lieu de bonheur, en tout cas si ce n'est de bonheur, de détente et de bien-être. On le voit très bien dans le film. Alors, est-ce que c'est un lieu statique? Non, parce que les Club Med ont, paraît-il, énormément évolué ces derniers temps. Et donc, ma comparaison avec l'utopie, surtout socialiste, marcherait sans doute mieux avec la formule bronzée, l'ancienne formule, plutôt que la nouvelle, apparemment. Lieu de collectivisation, oui, de certaines infrastructures, et en grande partie sans argent. Encore une fois, c'est surtout vrai de l'ancienne formule où on payait par coquillage. Alors, paiement par coquillage, ça c'est typiquement utopique. Lieu uniforme, ouais, je crois quand même. Hein. Lieu coupé du monde, oui. Je crois que le village Club Med est séparé du reste du monde, et on peut être dans un village Club Med dans n'importe quel pays sans rien savoir du pays d'accueil. Donc là, j'aboutis à peu près à la même conclusion que pour Center Parc. C'est pas une vraie utopie, mais il y a quand même un décor utopique. Alors quelle catégorie? À mon sens, beaucoup plus une utopie socialiste par l'aspect libertaire et la collectivisation des infrastructures qui est le concept initial. Donc on a, une fois de plus, la résurgence d'un semblant d'utopie socialiste par une nouvelle formule touristique.
Et alors on se pose la question, et Mickey dans tout ça? Eh oui, et Mickey, hein, Thierry? Alors l'utopie. J'ai toujours peur de ce que je vais découvrir. Ouais. Alors, l'utopie, d'abord, est-ce que c'est une utopie? Alors, tous les personnages de l'univers Disney qui se baladent dans ce foutu parc et finissent à la parade affichent un bonheur insolent, permanent et inaltérable. C'est insupportable. Voilà. Alors, toutes les attractions sont collectivisées. Statisme parfait, puisque depuis 40 ans, beaucoup de personnages se ressemblent, hein, pardonnez-moi hein, Thierry. Évidemment, c'est un lieu coupé du monde. Alors, attention, hein, il y a le RER A, c'est très bien desservi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais il faut aussi être très agile hein, pour passer la clôture sans avoir payé son entrée. Alors pourquoi le socialisme? C'est l'égalitarisme de tous les spectateurs, la constitution d'un loisir populaire de masse et encore une fois, la collectivisation des attractions. Et donc, en conclusion, j'arrive au paradoxe Disney, puisque selon notre grille d'analyse, ça serait une société même encore plus utopique et plus socialiste que le Club Med. Et ça paraît vraiment un grand paradoxe quand on connaît l'engagement anticommuniste de Walt Disney et le caractère emblématique de la société comme société capitaliste US. Alors, je vous propose 2 points pour résoudre ce paradoxe. C'est que par certains aspects, le capitalisme poussé à son extrême peut rejoindre le socialisme. En fait, les extrémités se rencontrent, même dans les modèles économiques. Par exemple, quand vous faites de la participation et de l'intéressement, on en vient à mutualiser le capital d'une société avec les travailleurs, avec les salariés. Et puis, autre point, Walt Disney lui-même a fait preuve d'une véritable pensée assumée d'utopiste. On en avait parlé, c'est la proposition d'une ville future, c'est le projet peut-être dont vous avez entendu parler, Epcot. Epcot, ça veut dire Experimental Project for the City of Tomorrow, qui a été... Non mais je parle mieux anglais d'habitude, mais bon là, je suis fatigué, ça va. Ça va. Donc c'est ce projet-là qui a été, peut-être que vous l'avez vu, qui a été présenté dans l'exposition Dreamlands à Beaubourg. Donc c'est un projet de cité futuriste, mais sans revendication de refonte sociale, donc c'est pas non plus une véritable utopie. Et tout dernier point, donc le renouveau des utopies scientifico-technologiques, et c'est là que dans l'avenir vous pourriez avoir le plus de boulot, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisque je pose la question. Et si c'était vous qui donniez vie à cette fameuse 4e génération d'utopie qui n'a jamais vu le jour? Alors c'est possible dans 2 directions, que sont l'espace et les mondes virtuels. Alors, l'espace... Ouais. L'espace parce que, ça ne vous aura pas échappé, l'expansion spatiale a pris une tournure qu'on n'aurait jamais imaginée dans les années 50. C'est-à-dire que dans les années 50, on a imaginé absolument tout et n'importe quoi. Genre Enterprise, voyage interstellaire, téléportation sur Spock. Voilà. On a imaginé les trucs les plus fous, sauf ce qui s'est produit et ce qu'on est en train de vivre. C'est qu'on soit en train d'explorer l'univers en ce moment sans bouger. Ça, on ne l'avait pas prévu, puisqu'on est là dans une exploration spatiale qui est fondée sur le perfectionnement infini des satellites et des instruments d'observation à distance. Donc en fait, depuis Galilée, on n'aurait rien changé, en tout cas rien de nature, c'est une différence de degré. Et l'expansion physique, l'expansion spatiale physique de l'homme semble en panne et elle pourrait être relancée uniquement pour des raisons économiques, dans 2 directions. La première direction qui ne vous concerne pas, c'est l'exploitation industrielle des ressources spatiales. Et là, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des projets extrêmement sérieux consistant à aller moissonner la Lune, c'est-à-dire prendre l'hélium-3 qui se trouve en quantité sur la Lune et qui pourrait servir de combustible pour les centrales nucléaires de prochaine génération, c'est-à-dire les centrales nucléaires à fusion. C'est très sérieux. Hein. 1 kilo d'hélium-3, ça vaut, je crois, 1 million de dollars. Enfin, c'est un truc de malade, parce qu'il n'y en a pas sur Terre. Donc ça se met en place gentiment. Et l'autre domaine économique, c'est le vôtre, c'est le tourisme. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter des cacahuètes, le tourisme spatial est balbutiant. Pour l'heure, il n'y a que quelques milliardaires en euros, en plus, qui ont pu s'offrir un passage sur la Station spatiale internationale. Mais certains visionnaires travaillent à proposer des vols suborbitaux qui permettraient des instants fugaces d'impesanteur.
Alors, quelques minutes en apesanteur pour 250 000 €. Je ne sais pas si vous êtes tenté et en aurez les moyens. C'est pour ça qu'il faut un petit peu bosser maintenant. L'un de ces visionnaires, c'est Richard Branson, hein, bien connu, Virgin. Mais à terme, on peut même imaginer rentable l'installation de colonies touristiques en orbite ou sur la Lune. Alors, est-ce que ça serait le berceau de nouvelles utopies comme la conquête de l'Amérique l'a été? C'est difficile d'imaginer que non. D'autant plus que le choix de quitter la Terre serait un acte de rupture pour le moins fort. Hein. D'autant plus que l'établissement de colons extraterrestres devrait sans doute s'accompagner de modifications de leur patrimoine génétique pour les adapter à un environnement qui au départ n'est pas fait pour eux. Par exemple, la moindre apesanteur. Donc, l'humanité pourrait, avec l'expansion spatiale, bon, ça c'est ma conviction absolue, se ramifier génétiquement à l'infini. Et donc là, on serait dans le propre même de la réalisation de l'utopie scientifico-technologique, puisque ça serait l'avènement d'un homme nouveau au sens biologique du terme. Et j'en arrive, tout dernier point, au tourisme virtuel. Et autre question donc de pain sur la planche, est-ce que le secteur du tourisme ne doit pas d'urgence investir le marché des mondes virtuels? Alors, avec cette petite précision de départ, l'aboutissement de l'essor des mondes virtuels, c'est pas Second Life, hein, du tout. C'est des vrais mondes, c'est-à-dire des mondes qui engloberaient tous les sens, des mondes dans lesquels vous serez plongé sans être capable de les distinguer du réel. Et ça, c'est pour bientôt, quelques décennies. Et c'est sans doute là que réside le plus grand ferment, un ferment infini de renouveau de l'utopie, et une utopie par nature scientifico-technologique. Et alors le tourisme dans tout ça, bah pour l'instant, que je sache, peut-être que vous allez m'apprendre le contraire, il n'y participe pas, et je trouve ça tout à fait étonnant, puisque c'est là que dans l'avenir se feront peut-être les plus beaux, les plus étonnants voyages. Alors, est-ce qu'il ne serait pas le temps de s'y mettre ? Je pose la question, le débat reste ouvert. Et en conclusion, donc, je vais conclure sur l'endroit où on se trouve, cette espèce de grande utopie, la poussée comme des champignons de toute une ville dans un champ de patates, ou non, c'était des betteraves, dans un champ de betteraves, oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tout ça, justement, ce que je viens d'évoquer, ça ne serait pas l'avenir du territoire de Val d'Europe, c'est-à-dire devenir la Silicon Valley d'un tourisme, lancé tout entier dans le renouvellement des grandes utopies? Alors avec Disney, le territoire est déjà consacré à un semblant de renouvellement d'utopie socialiste, hein, on l'a vu. Bientôt, Val d'Europe va accueillir une opération, Village Nature, qui s'inscrit totalement comme Center Park dans le renouveau de l'utopie morale et naturaliste. Alors pourquoi est-ce que, pour compléter tout ça, Val d'Europe ne deviendrait pas aussi une sorte de technopôle pour le développement des utopies touristiques, scientifico-technologiques, pour accueillir les projets de tourisme spatial et peut-être surtout du développement des univers virtuels informatiques? Et j'en arrête là, le débat est lancé. On le savait. J'avais peur, je me disais oh là là, mais en même temps c'est bien, parce que ça nous donne le tournis peut-être, mais ça nous fait réfléchir aussi, et ça nous fait réfléchir sur ce qui est l'essence du dépaysement. Qu'est-ce que les gens cherchent dans un produit touristique? Et comment l'ont-ils conçu? Ils l'ont conçu à partir de leurs rêves, et finalement ils poursuivent ce rêve à travers le tourisme. Donc en même temps c'est quelque chose qui doit toujours nous faire réfléchir sur le sens de ce qu'on veut faire. Alors évidemment, sans préparation, entendre Antoine Bueno, c'est toujours un choc. Hein, donc, je vous conseille de lire Le soupir de l'immortel, où vous allez retrouver, j'allais dire, l'application dans une société où les gens ne connaissent plus la mort, finalement, mais qui connaissent l'ennui, la solitude et la déprime, de ce dont il vient de nous parler. Alors maintenant, la salle, c'est vous qui avez la parole, hein, naturellement, et donc pour toutes les questions que vous souhaitez, Antoine Bueno est à votre disposition. Présentez-vous si vous le pouvez, et sinon, ne vous présentez pas. Voilà. Mais j'espère que ça ne vous a pas semblé trop délirant. Hein. Si. Qui va oser? Mais allez-y, je sais que c'est... Enfin, honnêtement, moi j'ai toujours super les boules d'intervenir à votre place, mais il faut y aller parce que...
courageux. Bonjour Sébastien. En fait, la fin me fait assez penser à tous ces univers justement de jeux vidéo où il y a une immersion des gens à l'intérieur. Est-ce que donc ça voudrait dire qu'il y aurait un penchant à faire converger les deux dans la même direction? Bien sûr. Ou un lien? Mais complètement. Et si, à mon avis, en fait, à mon avis, il y aurait une sorte de course économique. C'est-à-dire que si c'est pas le tourisme qui s'y met, il va être dépassé. Et de toute façon, les créateurs de jeux aujourd'hui, ils vous attendent pas. Et ils préparent déjà des voyages. Et des voyages absolument fantastiques dont on a à peine idée. Mais quand vous aurez la possibilité d'être totalement, physiquement immergé dans n'importe quel univers, voire un univers ad hoc, c'est-à-dire un univers que vous aurez vous-même créé, ou qui aura été créé pour vous sur mesure. Mais vous voulez voyager où, par ailleurs ? J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, je crois. On a un exemple d'un parc justement qui utilise les nouvelles technologies, c'est Futuroscope. Oui. Et honnêtement, je trouve pas qu'il marche super ce parc-là. Je suis allé il y a quelques années à peine. Il a même du retard en fait. Donc ils ont peut-être été avant-gardistes sur le coup, vouloir utiliser les nouvelles technologies, mais au final, on voit que ça marche pas tant que ça. Alors, j'aurais deux réponses. D'abord, c'est peut-être une question de gestion du parc. Mais seconde réponse qui me semble plus pertinente, c'est que on n'est pas tout à fait dans mon propos avec le Futuroscope. Parce que moi, ce que je disais, c'était une optique, non pas de parc ludique d'attraction, mais une technopole. C'est-à-dire fédérer toutes les activités et les énergies de demain dans le secteur du tourisme. Voilà. Juste un mot sur le Futuroscope. Le Futuroscope, c'est d'abord un modèle économique assez différent des autres parcs, puisque c'est une société d'économie mixte, vous le savez. Donc, il n'y a pas l'économie classique des entrepreneurs privés. C'est donc un montage assez particulier. Ensuite, c'est basé sur un concept qui est celui de l'image, donc qui est en soi aussi un concept assez statique. D'ailleurs, quand ils ont essayé de passer de l'image à l'attraction avec Danse avec les robots, en fait, c'était un prototype et Danse avec les robots est à la fois extraordinaire, mais ne pouvait pas fonctionner parce qu'on pouvait y mettre que 24 personnes à la fois, ce qui rendait le modèle économique impossible, si vous voulez. Alors, je crois qu'il faut saluer le Futuroscope parce que le Futuroscope, c'est certainement la tentative de faire entrer le dépaysement par l'image ou bien de nous plonger dans un univers qui se voulait déjà virtuel. Et en même temps, je pense que le Futuroscope était déjà, quand il est sorti, une sorte de produit dépassé, si vous voulez, par rapport aux technologies. Et je vous dis ça alors que j'adore le Futuroscope et que j'y vais très régulièrement. Puis je trouve que les gens qui l'animent sont tout à fait admirables. Dans mon optique, c'était pas aller faire mumuse avec des jeux virtuels, c'était fédérer les startups et les startups et les labos, voire les universités, qui vont collaborer pour créer ces univers multisensoriels. C'est une optique industrielle, économique. Bien sûr. Oui. Donc, voilà, on nous donne l'exemple d'Avatar. Si on trouve extraordinaire Avatar, grâce notamment à la 3D, qu'est-ce que ça sera quand on sera complètement plongé dedans? Et là, quand on a un écran devant soi, il suffit de tourner un petit peu la tête pour sortir. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est très rudimentaire. Donc bonjour. Donc, en fait, moi, je voulais savoir si, donc, comme vous avez dit, à un moment donné, la technologie en fait, nous permettra de voyager donc, virtuellement, on dira. Mais je voulais savoir quel sera notre rôle à ce moment-là, en fait. Quand vous dites notre rôle, c'est le rôle de... En tant que gens du voyage. En fait. Les gens du voyage. Je l'ai dit. Mais ça, mon grand, j'ai envie de te dire, it's up to you. Non, mais...
je plaisante en répondant ça. Mais je ne connais pas, moi, le secteur du tourisme. Donc je parle complètement sous votre contrôle. Et je vous pose presque la question. Est-ce que le tourisme s'intéresse à ça? J'en ai pas l'impression. Et je pense que c'est une erreur. Et je pense que c'est un manque. Et donc, en vous donnant, moi, avec mon petit machin, cette idée-là, je pense, avec plein d'autres gens, semer une graine pour que peut-être, dans l'avenir, ce soit aussi ça le tourisme. Mais tout reste à faire. Tout reste à faire. C'est le champ de betterave avant Disney. Alors, métavie. Alors ça c'est perso. À mon avis, il va y avoir une phase où les choses... Alors, d'abord, je suis très très pessimiste pour des raisons climatologiques, énergétiques, etc. sur l'avenir proche. Donc je pense que de toute façon, il est possible que tout soit trop tard et qu'on soit foutu et qu'on voit jamais rien de tel. Si jamais c'est pas le cas, soyons positifs. Si jamais c'est pas le cas, c'est-à-dire si on arrive à maintenir un niveau civilisationnel tel que le nôtre et une dynamique de progrès, il va y avoir une phase de transition où tout va cohabiter. Mais à mon avis, il va très vite y avoir une cannibalisation du virtuel sur le réel, dans tous les domaines. Par exemple, je vous donne un exemple qui va sans doute vous faire rire et vous effrayer peut-être, la sexualité. Quand vous pourrez être plongé dans un monde virtuel, avec les fantasmes les plus délirants et incroyables, quand vous voudrez, les rapports physiques réels auront à mon avis tendance à se raréfier. Et pour les voyages, à mon avis, c'est la même chose. Mais est-ce qu'à ce moment-là, le vrai, c'est pas justement ça, le dépaysement? Comment? Est-ce qu'à ce moment-là, le vrai ou l'authentique, c'est pas ça, le dépaysement? C'est-à-dire que vous avez dû... Enfin, quand je parle avec ma mère, non, c'est bon, ça va. Elle me raconte que pour elle, le dépaysement et le voyage, c'est quand elle prenait un livre. Alors nous, ça nous fait marrer. Ça a évolué. Eh bien, je pense que dans l'avenir, quand ils entendront ce que vous venez de dire, ce genre de propos, ça leur fera le même effet. Parce que nous sommes contraints de voyager dans le réel, puisque le reste n'existe pas encore. Mais quand ça existera, et qu'en plus, ça nous permettra de faire des voyages absolument extraordinaires, au sens premier du terme, hors de l'ordinaire, tout le monde ira. Et ce sera plus facile. De même qu'aujourd'hui, c'est plus facile de regarder un film que de lire un livre. Et, juste par parenthèse, moi je trouve pas ça mal. C'est une évolution de société. Alors évidemment, on est tous très conservateurs parce que ça casse les modèles, l'imagerie, les habitudes qui sont les nôtres. Notre affectivité est habituée à un voyage physique, au voyage physique. Mais les générations futures pourraient, si on s'en sort pas trop mal, prendre d'autres habitudes. Il y avait d'autres... Ouais. Bonsoir, je voulais vous demander, parce que vous parlez d'utopies qui sont assez sectaires, et je voulais voir par rapport à Richard Branson qui propose des voyages à 200 000 € pour aller dans l'espace. Est-ce que les utopies de demain seront réservées à une certaine élite? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'en fait, la réponse, à mon avis, ne dépend pas du domaine de l'utopie. Ça dépend de la politique et du modèle social qu'on veut voir maintenir ou triompher dans l'avenir ici-bas. Autrement dit, un modèle US, forcément, en tout cas au début, imposerait une sélection par le pognon. Et mon autre sujet, c'est l'immortalité, y compris pour l'immortalité. Un modèle plus démocratique, au contraire, pourrait aboutir à un libre accès de tous à ces formes d'utopie nouvelles. Ceci dit, c'est toujours la même courbe. C'est qu'au début, les choses sont très pointues technologiquement et donc réservées à une élite et très chères. Et puis après, au fur et à mesure que les technologies progressent,
ça se démocratise, et donc le prix a tendance à diminuer. Et en fait, je pense que le prix de toutes ces technologies diminuera au même rythme que vous avez la loi de Moore pour l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs. Voilà. Donc, à court terme, claro, le gars qui va aller faire son voyage suborbital, qui est capable de mettre 250 000 € pour 2 minutes, ça va être une petite élite. Mais là, vous avez déjà, je vous soumets ça, pour la station spatiale, aller faire le kéké à 1 milliard d'euros, il y a déjà du monde. Donc, pour 250 000 €, avoir 3 000, il y aura du monde. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Voilà. Mais effectivement, au début, ça sera une petite minorité. Mais je pense, par exemple, que les mondes virtuels seront plus facilement et plus rapidement ouverts à tous. Si vous avez lu le numéro d'Alternative économique, là, le dernier, il y a 2,6 millions de millionnaires en dollars en France. On est le pays d'Europe où il y a le plus de millionnaires en dollars. Mais en dollars, c'est naze. Ah oui, mais vous rajoutez vous enlevez 35%, si vous voulez. Ouais. C'est incroyable. Hein. Moi, alors, je suis millionnaire. Toi, moi, je suis millionnaire en dollars. Ouais. Ouais. On n'a jamais... Il suffit d'avoir un appart à Paris, on est millionnaire en dollars. Non. Oui. Ou à Céris. Bonsoir, Muriel, étudiante à Paris 7. J'ai vraiment trouvé intéressant, enfin, c'est juste une petite remarque, voilà, pas Merci. une question, votre propos. Et donc, cette idée de renouveau par le tourisme résonne un petit peu par rapport à un travail de recherche que j'ai entamé. Donc, parce que pour moi, il y a déjà un certain nombre d'exemples de l'autre côté de l'Atlantique avec un renouveau par le tourisme dans les anciennes habitations sucreries. Voilà, donc ce n'était pas... je dirais que c'est plutôt un modèle, pas pour moi une utopie au sens où vous nous avez retracé là tout l'historique et du concept. Donc voilà, c'est un peu ce qui résonne là par rapport à ce que j'ai entendu. C'est quoi donc ? En fait, c'est un modèle d'organisation spatiale autour de la production de sucre. Donc, ce n'était pas des champs de betteraves avant, mais plutôt des champs de canne à sucre. Et il y a un renouveau, effectivement, avec la réhabilitation des habitations sucreries qui se produit. Et grâce au tourisme, je pense que là, ce secteur aide, en fait, les populations à se mettre un petit peu en face de leur patrimoine et à voir un petit peu comment elles peuvent agir dans ce lieu, comment est-ce qu'elles peuvent agir sur le territoire qui a été aménagé autour du sucre et justement arriver à dépasser en fait et après on dira que c'est moi qui suis spé. Voilà, merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous avez présenté l'utopie comme étant un échec constant. On arrive toujours... oui, c'est un échec en soi. Mais en même temps, c'est une notion qui est en constante évolution. Est-ce que, quelque part, l'évolution de la notion d'utopie ne va pas finir par tuer le tourisme ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Aujourd'hui, alors... L'utopie, c'est un produit de la pensée occidentale. C'est quand l'Occident conçoit, c'est ce qui caractérise l'Occident, le temps comme linéaire et comme effectuant un progrès. Et dans cette conception-là, on parle d'utopie quand on arrive à fixer un idéal. On dit ça serait une forme de société idéale. Aujourd'hui, l'Occident est dépourvu d'idéal, tout en conservant sa conception d'un temps linéaire qui va vers le progrès. C'est un progrès, mais on ne sait plus où il va. Donc, je fais une distinction entre l'utopie et l'utopique. Aujourd'hui, on a perdu l'utopie, mais on nage en pleine utopique. C'est-à-dire la dynamique de l'utopie, elle est à l'œuvre comme jamais elle l'a été, et c'est elle qui détruit la planète. Pour dire les choses concrètement. Parce que cette conception-là, ça suppose de ne pas chercher l'idéal dans les cieux, mais de l'aménager ici sur Terre pour l'homme. Ça veut dire de mettre l'homme au centre et de faire des cercles concentriques autour de lui, de tout organiser autour de lui. Et ça,
quand on a le nucléaire et tous les moyens qui sont les nôtres, ça a des limites. Je ne dis pas qu'il faut s'arrêter, loin de là. Moi, je suis pas du tout croissance zéro, etc. Pas du tout. Je dis qu'on peut avoir la même croissance, mais alimenter autrement. C'est-à-dire continuer dans cette voie-là, mais pour reprendre la tarte à la crème, de manière durable. Et ça, c'est tout à fait possible. On a des solutions. Ensuite, votre question précisément, c'était ? Alors là, je vois pas, parce que l'utopie, comme je le disais au début, ça correspond à un besoin humain, inhérent à l'humain, donc inhérent à toute société. Et c'est le tourisme qui l'endosse, et il n'y a pas de raison que le tourisme cesse de l'endosser. L'utopie, elle est morte de la fin des idéaux, mais c'est plutôt dans le sens inverse que je verrai les choses. C'est par cette dynamique ininterrompue du tourisme, enfin ininterrompue à condition qu'on puisse maintenir les moyens, qu'on puisse continuer de voyager, parce que voyager, c'est aussi un mode de destruction de la planète. Donc si on peut continuer, je vois plutôt une forme de renouveau des utopies par le voyage, mais pas du tout la destruction du voyage par l'utopie, au contraire. Ça marche bien le voyage, et vous avez choisi ça, c'est pas pour rien. L'antitourisme, le commerce équitable, l'échange équitable. Alors oui, mais le tourisme devient tout et n'importe quoi. Alors justement, non, mais là justement, je voulais intervenir parce que finalement, Thierry, tu m'as presque volé ma question. Mais c'est assez intéressant ce que vous avez dit sur les camps de loisirs, qu'on connaît tous, Disney. C'est quand même un camp de loisirs, c'est pas un camp de travail, mais c'est un camp de loisirs finalement. Et je veux dire, c'est un camp de concentration touristique finalement. Oui, bien sûr. Donc je dis ça non parce que ça existe, hein, l'expression tourisme de camp, ça existe et utilisé dans la littérature. Mais pour aller dans le sens de Thierry, on voit aujourd'hui se développer l'utopie concrète du tourisme solidaire. On voit des gens qui partent en vacances construire des écoles, reconstituer des villages en Afrique et autres. Et je veux dire, ça a toujours existé. Je me rappelle, dans ma jeunesse, avoir été assez loin pour faire ce genre de choses, mais avec un certain idéal. Et là, je veux dire, un idéal politique très, très affirmé. Cela étant, aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement que cet idéal disparaît, mais on a une sorte effectivement de monde que l'on veut reconstituer, etc. Et aller aider les autres pendant ses vacances, pendant donc la période où on ne travaille pas, ça devient un délire utopique. Et j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui veulent travailler dans ce domaine-là, donc je le dis aussi, mais finalement, j'ai l'impression que c'est aussi la réalisation d'une nouvelle utopie, mais j'allais dire avec un idéal très très horizontal, plutôt qu'un idéal transcendant comme on l'avait il y a 20 ou 30 ans. On a là un idéal très horizontal finalement de satisfaction de soi et de faire du tourisme en quelque sorte, aller coloniser de nouveau le bon sauvage, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire de le faire revenir en arrière, parce que ça nous plaît de le voir bon sauvage, de le voir avec sa case, et d'aller construire un puits, mais surtout pour qu'il reste dans son village. Et là, vous me donnez une idée vachement plus mieux que ce que j'ai dit lors de l'exposé. Et je reboucle avec la question qui m'a été posée. C'est que, apparemment, sur le long terme, les utopies, elles capotent. En revanche, on peut vraiment profiter de véritables expériences utopiques ponctuelles. Et c'est peut-être là que le tourisme et le voyage interviennent. Merci. Ça devient très populaire. Non, moi, je voudrais battre en brèche pas mal de choses que j'ai entendues. Je représente une société justement d'écotourisme, Atlas Outdoor, et je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, l'avenir du tourisme, c'est peut-être aussi d'offrir aux gens la possibilité d'échapper au monde virtuel. Je pense qu'on est déjà suffisamment dans le virtuel aujourd'hui, et je rejoins ce que dit Monsieur Leleu sur l'authenticité. C'est ce qu'on ressent, nous, chez nos clients. Ce besoin justement de retour sur Terre et d'échapper à sa console et
et de redevenir un être humain qui fonctionne sans des extensions technologiques. Hein. Donc ça, je pense que c'est un retour aussi vers une certaine humanité. Et on expérimente, nous, et alors beaucoup avec les Anglais, aujourd'hui des expériences de ce qu'on appelle l'éco-aventure, hein, qui est une nouvelle niche en fait aujourd'hui. Les Anglais ont souvent quand même 10 ans d'avance en termes de concept touristique, et ça fait partie de l'éducation du bon gentleman anglais d'aller effectivement mouiller sa chemise sur des projets en aidant des communautés à l'étranger. Donc il y a un concept à la fois d'aventure et également de solidarité. Et je trouve que là, il y a des tendances extrêmement intéressantes qui sont en train de naître. Et bon, évidemment, ce sont peut-être des micro-marchés, mais là, je vois beaucoup d'avenir et des choses voilà, qui sont porteuses d'idéaux et mobilisatrices. Et je pense que les gens sont aujourd'hui aussi en recherche de ces valeurs-là. Voilà. Donc, là, c'est bon ? Non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais quand vos clients auront été plongés physiquement dans l'univers d'Avatar, on en reparlera, quoi. Très différentes de ce que vous pouvez connaître à Sciences Po et vivre des expériences, mais par vous, enfin de vraies expériences humaines, pas virtuelles. C'est-à-dire que là, on peut se dire qu'il y a encore une humanité, qu'il y a encore des choses à vivre autres que ce qu'on va inventer par son propre cerveau. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est se renouveler et découvrir d'autres mondes. Mais ça peut aussi se rejoindre avec ce que disait Antoine Bueno tout à l'heure quand il disait que dans l'expérience du moment, il y a une richesse infinie finalement. Hein. C'est pour ça que je vous disais que c'était finalement un gentilhomme du XXIe siècle. Si vous me permettez, je voudrais, on va arrêter, mais on se revoit de toute façon le 3e jeudi du mois prochain pour travailler là sur le tourisme d'affaires. Ça va être plus sérieux. Je voudrais en votre nom remercier le SAN. Le SAN et l'université de Marne-la-Vallée qui nous prêtent ses locaux et qui nous aident à monter ça. Hein, et je crois que maintenant on a une équipe super solide. Merci à Catherine Bourdon d'être là. Merci au chef de cabinet Anne Berton du président de l'université. Et bien sûr, merci à tous ceux. Et je vois dans la salle un certain nombre de professionnels qui sont venus ici. Moi, j'adore écouter Antoine Bueno. Hein, je m'en lasse pas. Non, tu n'as pas à me remercier pour ça parce que je suis addict. Mais en même temps, ce qu'il a dit, il l'a écrit, nous le diffuserons, hein, notamment pour les étudiants qui le souhaitent, mais aussi pour tous ceux qui le souhaitent. Et je pense que Nathalie Fabry et Sylvain Zegni, qui organisent ces sessions, retravailleront avec les étudiants un certain nombre des thèmes, parce que il y a de quoi réfléchir, et réfléchir beaucoup, à la fois sur ce que nous faisons et sur ce que nous sommes. Voilà, merci beaucoup Antoine, c'était génial. Merci à vous. Merci à Thierry Leleu et à toute l'équipe de Disney, Sabrina Rue, et à vous aussi, merci.